De retour sur la chaîne Basket Session pour un nouveau CQFR avec Shai. Alors, il n'y avait pas de match NBA au programme et pour cause, c'était la finale NCAA, la finale de la March Madness. Victoire de Yukon contre Purdue 75-60. C'est le doublé pour les Huskies. C'était une première depuis 17 ans. Ça fait 17 ans qu'une équipe universitaire n'avait pas fait le back-to-back. C'était les Florida Gators de Joachim Noah. Si je dis pas de bêtises, ça va être 2006-2007. Ouais, c'est ça. On On se semble demandait avoir hier, vérifié entre-temps. voilà, on se souvenait plus hier, mais c'est ça. C'est le deuxième titre est en 2007. L'équipe avec Joachim Noah, alors Ford, Corey Brewer a fait le deuxième. J'ai un doute. Je sais pas si Brewer fait le deuxième. Ouais, mais en tout cas, il y a la base Noah et Horford qui sont draftés la même année, mais ouais, ils avaient réussi à garder leurs meilleurs joueurs pour faire le back-to-back. Et c'est le dernier en date. C'est un exploit au niveau universitaire, sans avoir de superstar NBA dedans. Enfin, c'est une vraie grosse performance. On verra ce que devient Stephen Castle, qui a annoncé assez haut à la draft. Stephen Castle, c'est le freshman de Yukon. Il était dans le 5. Il a mis 15 points là, sur cette finale. 15 points, 5 rebonds, 3 passes. Il est annoncé dans le top 10, des fois même dans le top 2. En face, il y avait Zach Edey, parmi les prospects un peu connus. Enfin, c'est un senior, hein, c'est pas un gros prospect, c'est pas un joueur annoncé dans le top 10. Mais c'est un pivot qui a fait une très très belle March Madness et il met 37 des 60 points de son équipe en finale. Il était un peu solo. Il y a un seul joueur qui met plus de 10 points. Zach Edey, je pense qu'il va bien monter dans les mock drafts et peut être drafté entre, je sais pas, 12 et 18. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense, mais c'est toujours traître parce que. Alors, c'est un joueur, c'est la première fois qu'il peut vraiment montrer ce qu'il vaut en March Madness, dans la March Madness, parce qu'à chaque fois Purdue se fait sortir au premier tour, il a toujours fait des bonnes saisons régulières. Mais là, c'est la première fois qu'on peut vraiment le voir et il a été très dominant, ce qui est pas anormal pour un mec de 2m24 et qui est senior, c'est pas illogique. Donc je vais pas vous mentir et vous dire que je crois énormément en l'avenir de Zach Edey en NBA. Ça peut être un bon joueur de complément avec une taille intéressante, des mains. Mais donc ouais, je pense qu'il va peut-être grimper un peu. Si les scouts se posaient des questions sur sa compétitivité, il l'a montré. Mais oui, un Castle par exemple de Yukon va être pris probablement plus haut. Il y allait crescendo cette saison. Il a été au début, c'était un peu timide, mais tu arrives dans un roster qui est déjà champion et qui cherche à faire le back-to-back. Et t'es freshman, c'est pas facile. Et il est petit à petit monté en régime et il a fait un très bon tournoi et une bonne finale, 15 points, tu le disais. Et ouais, donc Zach Edey, alors, la tactique de Yukon, ça a été on laisse Zach Edey faire ce qu'il veut. Donc 37 points, 10 rebonds en finale NCAA, c'est pas si fréquent. Et par contre, les autres, vous allez pas mettre un panier, quoi. C'était la stratégie. C'est grosso modo ce qui s'est passé. Hein, voilà, c'est la stratégie de Dan Hurley, ça a très bien fonctionné. Et Yukon, il faut le souligner, c'est un des. Alors j'essaie de repenser, j'ai pas l'historique de tous les parcours de champions. Quand tu regardes, ils ont éclaté tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun match où ils ont vraiment été en difficulté. Si on récapitule, ils font plus 39 contre Stetson, plus 17 contre Northwestern, plus 30 contre San Diego State, plus 25 contre Illinois, qui n'est pas une mauvaise fac, plus 14 contre Alabama au tour précédent, et là plus 15 contre Purdue en finale. Ça a été maîtrisé de A à Z, et Yukon est... on peut le dire, hein, depuis le début du millénaire. Quoi. Alors, je vais inclure 99 parce qu'ils ont gagné le titre en 99. C'est la meilleure fac, la fac la plus performante du millénaire. C'est leur, que je dise plus de bêtises, je l'ai noté, c'est leur 6e titre depuis 1999 chez les gars. Et je parle même pas des filles qui en ont gagné 10 depuis l'an 2000. Et puis voilà, un back-to-back, un historique d'excellence. Ils vont commencer à attirer peut-être de plus en plus de prospects un peu plus gros, parce qu'il y a des programmes comme Kentucky qui se crachent un peu. Forcément, le départ de de Calipari, ça change des choses. Yukon, c'est une powerhouse, comme ils disent. C'est une fac incontournable. Donc j'ai parlé de Castle. Castle, il a annoncé quand même numéro 2. J'ai regardé la comparaison que faisait The Ringer. Ils ont comparé un peu à Markel Fultz, Anthony Black. C'est vrai que c'est un guard qui est très grand. Il y a aussi Donovan Clingan. Clingan, je sais pas comment ça se prononce, mais Donovan Clingan qui est annoncé 7e pour l'instant. C'est un sophomore, lui pour le coup, c'est un intérieur. Il y a quand même 2 prospects susceptibles d'être draftés dans le top 10. Mais aucun dont on imagine qu'il va changer la phase d'une franchise. Ce qui n'est pas grave du tout, ça arrive pas. Tout le monde peut pas être une superstar en arrivant à la ligue. C'est déjà très bien de. Personne disait ça de Jalen Bronson aussi, hein. Absolument. Il était senior ou junior à Villanova. Il fait les 4 ans ou les 3 ans. Je me mélange entre les Bridges et compagnie, mais oui, il était, c'était le leader de l'équipe, mais personne ne le voyait comme une superstar de par son gabarit et tout ça. Et là, au final, ça a très très bien marché et c'est une superstar en NBA aujourd'hui. Clingan est bon. Clingan a plus de potentiel peut-être intrinsèque qu'Edey. J'espère que les spécialistes vont pas
me dire que je dis une ineptie, mais je trouve que Lingard a un peu plus de potentiel. Ça ne veut pas dire que ce sera une superstar de la ligue, mais lui aussi peut se fixer dans une rotation d'une bonne équipe. Et de toute façon, tous les joueurs de cette équipe, c'est comme à Villanova. Il y a un peu cette vibe Villanova de joueurs qui sont là plus d'une saison et qui ont été très bien formés par Dan Hurley, qui est sa 6e ou 7e saison, qui fait vraiment du très bon travail. Et il y a une culture à UConn qui s'est instaurée, comme on a toujours parlé de celle de Villanova ces dernières années. Donc ouais, il y a des joueurs qui peuvent y aller petit à petit. Là, le MOP, donc l'équivalent du MVP dans le tournoi NCS, c'est Tristan Newton qui a fait une super campagne aussi. Voilà, très très bon joueur. C'est pareil, c'est des joueurs qui peuvent espérer se fixer. Soit ils feront des très bonnes carrières en Europe, soit ils auront des spots en NBA. Leur transfert de l'été dernier, Cam Spencer aussi fait un bon match. Enfin, belle équipe, des vrais bons joueurs de basket et on va essayer de les suivre. Yes. Allez, on peut retourner un peu sur de la NBA avec des news, notamment une news qui concerne l'intersaison, une rumeur plutôt, celle autour de Klay Thompson. C'est Tim Kawakami, donc c'est un journaliste, ça fait très longtemps qui suit les Warriors. Maintenant, il est pour The Athletic. Avant, il était pour la presse locale. Il sait de quoi il parle. Alors, il n'annonce pas un départ de Klay Thompson. Ce qu'il met en avant, c'est le fait qu'Orlando devrait et pourrait proposer une somme assez conséquente à Klay Thompson. Et donc, il y aura forcément une interrogation autour de l'avenir de Klay Thompson. Son contrat expire. Il a été remplaçant quand il était 6e homme. Quelque part, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux pour les Warriors, dans le sens où un 6e homme ne peut pas commander un contrat astronomique ou un contrat proche du max, sauf qu'entre-temps, il a repris sa place de titulaire. Il fonctionne bien. Alors, c'est très bien en vue du play-in. Par contre, ça pose la question de savoir à quel prix les Warriors vont le conserver. Est-ce que lui sera prêt à faire un sacrifice financier, ou jusqu'à quel point il est prêt à faire un sacrifice, avec des guillemets évidemment, financier pour rester à Golden State, et quelle sera l'offre d'Orlando, si offre il y a, parce que c'est vrai que ça a beaucoup de sens, mine de rien. Shai, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Orlando, c'est une équipe qui est la 3e à l'Est, qui peut finir 2e, qui va jouer les playoffs, qui monte, qui a plein de jeunes, et qui a la plus petite masse salariale de la ligue. Sur le donc, papier, grosso modo, énormément de place pour aller chercher du vétéran. Je pense que le Magic ne serait pas étonné qu'ils essayent de signer au moins 2 vétérans, comme l'ont fait les Rockets par exemple l'an dernier. Sauf que là, tu n'es pas une équipe qui sort de rien du tout. Tu es une équipe qui a déjà fait les playoffs, qui ajouterait 2 vétérans, et Klay Thompson pourrait être l'une des cibles. Sur le papier, c'est hyper alléchant. Alors, j'essaie de. Moi, je me place à la fois en tant que fan du Magic et j'essaie de regarder d'un point de vue extérieur, mais sur le papier, c'est absolument parfait parce que c'est une équipe qui a une bonne identité défensive, donc il va pas dépareiller. C'est un bon défenseur. C'était un excellent défenseur. Ça reste un bon défenseur. C'est un shooter all-time, donc même si c'est forcément un peu plus, ça a été plus difficile ces derniers temps, c'est un shooter all-time. Et Orlando manque assez cruellement de shooters. Donc sur le papier, le fit, il est incroyable. Il a le côté vétéran, le côté shoot et le côté défense qu'il peut apporter. Par contre, j'arrive pas à y croire, en fait. J'arrive pas à y croire parce que je me suis toujours dit, le jour où Klay Thompson ne porte plus un maillot des Warriors, il prend sa retraite, en fait. J'ai presque eu cette impression que si on le trade ou qu'on lui force la main ou qu'il est en fin de contrat et qu'il n'est pas renouvelé, c'est peut-être encore bien plus que Draymond Green, que j'ai réussi déjà à me figurer ailleurs qu'à Golden State, tu vois. À plein d'endroits, Détroit parce que c'était plus proche de chez lui, les Lakers pour LeBron, Dallas, on en a parlé un moment. J'arrive à l'imaginer en dehors de Golden State. Je pense que ça se fera pas, mais moi dans mon idée, les 3 vont finir ensemble. Je l'espère presque. Mais s'il y en a un qui devait changer, j'aurais pas forcément dit Klay. Et je sais pas à quel point c'est des négociations. Enfin, c'est un move de son agent qui essaye de montrer que si les Warriors font pas attention, ils vont le perdre. Par contre, je pense que Orlando est vraiment intéressé parce que Kawakami, même s'il se fait le relais d'un agent, c'est un journaliste très sérieux. Et il a vraiment probablement entendu des rumeurs de contact. Donc, ça, c'est... En plus, il présente ça comme le secret le moins bien gardé. Alors, c'est l'expression Worst Kept Secret. C'est juste une manière de dire que tout le monde sait apparemment que le Magic est sur Klay et sera sur d'autres vétérans aussi. Moi aussi, je trouve que le fit, il a énormément de sens. Même s'il défendait moins bien, d'ailleurs, même si on est sur un Klay qui est plus un stopper, le fait qu'autour, tu es Suggs, tu es des gars capables de compenser et que lui, voilà, il t'apporte le shooting... Puis, tu sais, sur la location, bien, moi non plus, il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où je vois Klay. Mais tu sais, équipe jeune qui monte, Floride, il peut aller pêcher, il fait beau, tu vois. Tu vois, j'arrive à capter l'ambiance, le décor et me dire, ok, Klay, ça peut lui plaire.
Après, voilà, tout dépendra de son envie. Je pense que le scénario le plus probable, ça reste de finir sa carrière à Golden State. Mais il y aura un après évident. Tu penses que l'offre des Warriors, c'est quoi? Enfin, ça pourrait être quoi? Parce qu'on a entendu dire que les négociations étaient arrêtées, qu'ils attendaient de voir l'un et l'autre ce que donnerait Clay cette saison. Donc tu l'as dit, il y a eu le rôle de sixième homme. Au début, il râlait un peu, mais il s'y est fait. Il reste important dans l'équipe. Tu vois, l'autre jour, il fait 32 points. Tu penses que c'est quoi l'offre que Clay attend et l'offre que les Warriors peuvent lui proposer en gros? C'est là que j'ai du mal à savoir. Je pense que lui, il veut 6 chiffres. Je pense que les Warriors, ils sont prêts à lui proposer moins par année que ce qu'il a aujourd'hui, mais lui donner, je sais pas, 3 ans. Tu vois, ce qui est 3 ans au final. Quand tu ressors de blessure et que tu es un vétéran, quand tu as baissé en production, ce que tu veux, c'est des contrats pas trop courts. C'est une forme de confiance. Genre, on sait que physiquement, ça se trouve, tu es rincé dans un an, mais on te donne quand même 3 ans de contrat. Plus de 100 millions, Paul, du coup. il lui avait donné. Je pense que ça, c'est ce que lui, il veut. Je sais pas s'il lui donne plus de 100 millions. Lui, je pense qu'il aimerait 100 millions sur 100 et quelques millions sur 3 ans ou 4. Tu vois, mais je sais pas si les Warriors. Je veux pas dire de bêtises, j'ai du mal à anticiper ces trucs-là, mais je pense que si les Warriors ils arrivent à lui proposer dans la tranche des 30 par année sur plusieurs saisons, c'est déjà pas mal. On sait que les Warriors veulent faire des économies. Ils ont quand même la plus grosse malle salariale de la ligue, alors que c'est une équipe qui est classée que 10e à l'ouest. Maintenant, les économies, ça va sans doute passer par Chris Paul. Chris Paul, il touche 30 millions. Justement, je parlais de ses contrats sur plusieurs années. Chris Paul, il a pris 90 sur 3 ans, donc 30 millions par an. Tu vois. Après, Chris Paul était un peu plus vieux que Klay Thompson quand il a pris ce contrat. Je pense que Klay peut demander un peu plus. Mais là, le contrat de Chris Paul, ça va sauter. Je ne serais pas surpris que Wiggins soit transféré. Clay, il a combien là, Clay? Clay, il est à 43. Moi, ça me semble impensable de lui offrir pas la même offre. Je pense que c'est, je sais pas, s'il a ne serait-ce que 35, je pense qu'il les prend. Je ne sais même pas si les Warriors lui proposeront 35. Alors que le Magic, j'imagine bien le Magic proposer plutôt sur 2 ans et mettre un tarif, tu vois, genre 90 sur 2 ans, tu vois, ou un peu comme Bruce Brown, tu vois, à 45 l'année. Alors Bruce Brown, il n'avait pas pris 90 sur 2 ans, c'est 40 millions sur 2 ans, tu vois, mais dans l'idée de se dire, tu mets très fort, parce que le Magic, en fait, peut se permettre. Il n'y a pas encore les prolongations pour l'instant de Paolo Banchero. Celle de Wagner, elle ne devrait pas tarder, par contre. Mais tu es dans ta phase ascendante, tu as de la masse salariale. En fait, ce que ça montre, cette rumeur, plus que savoir est-ce que Klay Thompson il va aller à Orlando, ça, je pense, c'est difficile à savoir. Ce que ça montre, c'est que le Magic, à mon avis, est déterminé à faire 2 moves assez conséquents l'an prochain, peut-être même pour faire venir 2 titulaires ou un titulaire et un remplaçant. Je pense que dans le lot, il y aura un shooter et un autre mec pour vraiment avoir une équipe qui peut viser plus loin que on est la belle surprise qui a fini deuxième. On veut se rapprocher de Milwaukee. On va bien sûr compter sur la progression de Banchero, la progression de Wagner, la progression de Suggs et des autres jeunes. Mais derrière, on veut ajouter une star, 1, 2, 3 mecs confirmés. Tu vois, peut-être 2 mecs qui sont susceptibles d'être titulaires et un mec comme Jeff Green. L'exemple des Rockets me parle. Sauf que le groupe du Magic, le groupe jeune du Magic a déjà prouvé beaucoup plus que les jeunes des Rockets, tu vois. Mais Van Fleet, je pensais que ça serait une cible du Magic d'ailleurs l'an dernier. Je pensais vraiment qu'ils allaient essayer de partir derrière Van Fleet. Voilà, là, ça peut être des clés. Après, je sais plus trop qui sera libre cet été, mais il y a moyen de regarder. Mais je pense qu'Orlando peut ajouter 2-3 vétérans dans son équipe et commencer à être très sérieux, très solide si Banchero et Wagner continuent de progresser. Clay a le profil. Après, les 2 parties ont raison d'attendre dans tous les cas, enfin de pas s'avancer, parce que imagine Clay fait une campagne de playoff all-time, là lui il sera en position de force, et à contrario si les Warriors sortent au play-in, eux sont en position de force, donc c'est assez logique finalement qu'ils attendent. C'est pour ça que tout au long de la saison, quand on disait les négociations ça marche pas et tout, mais d'un côté c'est logique, je veux dire il gagne tellement d'argent. Son salaire est tellement élevé que tu es obligé de prendre des pincettes, de penser à une éventuelle reconstruction. Si ça foire, qu'est-ce que tu fais? Donc c'est logique, ça veut pas dire que ça se passe pas bien. Il faut aussi quand même dire que c'est plus le même GM, Bob Myers n'est plus là, c'est Mike Dunleavy, même s'il était déjà dans l'encadrement, c'est des négociations importantes pour lui. Là, ce qui arrive, c'est ses premières saisons à Golden State, et c'est des choix qui vont être forts. La prolongation de Draymond a été aussi dans ce sens-là. Donc je suis curieux de voir ça. Je suis comme ça en tant que fan d'Orlando, j'adorerais voir Klay Thompson, ce serait super, mais j'ai du mal à me l'imaginer ailleurs que sous ce maillot. Mais s'il doit y avoir une équipe, je le vois bien en mode revanche, j'en avais encore dans les pattes, regardez ce que je peux encore faire, voilà. D'ailleurs, tu as parlé de la prolongation de Draymond. Draymond, il touche 24, 25 et 27 millions à l'année. Ça peut être aussi une somme à fixer pour Klay, tu vois, de se dire, regarde, tu as le même contrat que Draymond,
c'est normal que Steph il gagne plus que vous, tu vois. Je pense qu'ils sont Oui, quand ça même va. conscients de ça. Et si tu arrives à avoir Clay sur du 25, entre 25 et 35 millions, que tu te sépares de Chris Paul, que tu transfères éventuellement Wiggins et que tu continues de miser sur les progressions de Kuminga, Moses Moody, Podziemski, Trez Jackson Davis, bon, c'est pas suffisant pour aller chercher le titre, hein, bien sûr. Mais voilà, Mais- tu t'offres ouais. encore quelques belles saisons. J'y po- j'y Enfin, po- quelques- ouais, j'y pense là, mais tu sais ce que là, je repense à. Enfin, ce qui me fait dire que Clay va rester, c'est que c'était hier, je crois. Il était invité du podcast de Draymond Green, donc j'ai juste vu des extraits, j'ai pas écouté encore. Mais en gros, il parle des expulsions et de la de Draymond et de la frustration des derniers matchs. Tu sais, le fameux match où il se fait expulser au bout de 4 minutes là, et on avait vu Ouais. Curry qui était désespéré. Et tout. Bon, et Clay, il en a parlé assez longuement et il dit mec. Enfin, t'es presque le joueur le plus important de l'équipe. T'es tellement important. T'es le pouls de l'équipe. C'est toi qui fais battre le cœur de cette équipe. Et donc, quand on hoche la tête quand tu sors, c'est pas, on n'est pas énervé contre toi. C'est de la déception, mais parce qu'on sait que sans toi, on peut pas le faire en fait. Donc, je le sens encore très 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 impliqué dans cette idée Ah, de tout faire à c'est leur trois, tu team, vois. quoi. Voilà, de tout Ouais, faire à c'est leur trois. team. A priori, Draymond ne va pas bouger. Enfin, même malgré les incartades des derniers mois, je pense pas qu'il va bouger. Steph, je le vois pas partir des Warriors demander un trade ou quoi. Donc j'ai l'impression quand même que ça va se négocier comme il faut, en bonne intelligence, et que ça va le faire. À moins qu'il y ait une catastrophe, s'ils sortent au play-in par exemple. Mais même s'ils sortent au play-in, enfin, tu vois, ça veut pas forcément. Après, ça serait le choix de Dunleavy, mais pour eux, leur choix, eux trois, je Oui, pense c'est de pas qu'une rester sortie au ensemble. play-in, ça allait. J'ai l'impression que les Warriors sont très très têtus, autant Steve Kerr que les cadres, et que voilà, il y aura cette idée de on meurt avec nos idées jusqu'au bout. Oui. Et si pendant les 4 dernières saisons, on n'est qu'une équipe qui peut jouer le premier tour ou le deuxième tour des playoffs, soit on sera ça jusqu'au bout, mais on aura quand même gagné nos 4 titres, et jusqu'au bout, on aura été ensemble. Je serais pas surpris non plus. C'est pour ça que j'ai dit, quelque part, ce que ça montre plus, c'est plus l'ambition d'Orlando que se demander est-ce que Clay va vraiment y aller. Il y a un autre truc, par contre, pour maintenant aller dans l'autre point. Je pense que s'il y a bien un moment là où les Warriors peuvent se permettre de se séparer de Clay, c'est aujourd'hui, dans le sens où Moses Moody et Podziemski, ils ont déjà plus ou moins montré qu'ils pouvaient prendre la relève. Mais ça me ferait bizarre parce que j'aurais l'impression que si tu te sépares de Clay, si tu laisses filer Clay et que tu laisses la place aux jeunes, enfin, t'es dans une espèce de mesure de reconstruction, mais il te reste toujours Steph et Draymond. Ouais. Mais donc, tu n'en as que 2 sur 3, c'est trop bizarre. Donc, est-ce que tu transfères aussi Draymond? Et est-ce que dans ce cas, si tu transfères Draymond et que tu perds Clay et Chris Paul, donc tu as Curry et que des jeunes, ça peut pas marcher, donc tu fais venir une star, tu vois, ça fait beaucoup de moves. Ouais. En fait, on verra ce que ça va donner. Je pense que cette intersaison va vraiment donner le ton de ce que veut Dunleavy. Et je serais pas si surpris si Dunleavy misait sur la continuité, tu vois, en mode, voilà, on va jusqu'au bout avec ces gars-là, puis on verra plus tard. Dans le même temps, on essaye de choper des gars. Podziemski, c'était une belle, beau pic. Mine de rien, Poole, c'était quand même aussi un sacré style. Hein. Oui. On en rigole aujourd'hui, mais c'était un sacré style, tu vois. Il a été l'un des 3 meilleurs joueurs l'année du titre. Ouais, si, Oui, je pense. si, avec Wiggins et 3-4, Curry, Wiggins, pas loin, ouais. 3-4 meilleurs joueurs. C'est pas un mauvais joueur de basket. Il a pas tous les fils qui se touchent, mais c'est pas un mauvais joueur de basket. Et mine de rien, ils avaient quand même fait un style. Trez Jackson Davis, c'est un style. Podziemski, c'est un style. Moody et Kuminga, ils ont tous les deux un potentiel intéressant. Donc voilà, il y a des choses. On verra ce que fait Dunleavy. Je serais choqué si Dunleavy est en mode on casse tout et on reconstruit. On verra, ça va être une des attractions de l'intersaison. Ouais, parce que parfois, tu as des mecs qui arrivent à un poste, même s'ils étaient déjà là, et puis ils veulent marquer leur empreinte. Est-ce que s'il veut être dans la continuité, il fera ce que tu as dit, et moi, c'est plutôt ce qui me plairait, la continuité. C'est une équipe un peu mythique maintenant. Enfin, les Warriors, ça a marqué toute une génération, donc j'aimerais bien les voir aller au bout ensemble, comme d'autres grosses équipes. Voilà, les Spurs, le trio n'a pas été démantelé, et c'est très très bien. Tony est parti quand même. Tony est parti, mais Duncan était déjà à la retraite. Oui, voilà, donc il restait Ginobili, mais je veux dire, ils sont pas. Surtout sur la fin de carrière, et j'aimerais qu'ils finissent ensemble et que. Je sais pas si ça se traduira par un nouveau titre ou des vraies nouvelles campagnes compétitives, mais l'important n'est pas là. On verra effectivement cet été. Il y a 2 petites infos qu'on vous donne qui sont intéressantes en vue du play-in et des playoffs. Potentiel retour de Kat. A priori, Karl Anthony Towns devrait être remis à temps. Il devrait pouvoir rejouer avec les Timberwolves. C'est une très bonne nouvelle pour Minnesota. Et du côté des Hawks, c'est Trae Young qui devrait revenir. Alors là aussi, c'est a priori une bonne nouvelle. C'est censé être le meilleur joueur. Après, Atlanta a plutôt bien fonctionné sans lui.
Mais voilà, deux retours de deux All-Stars en tout cas qui reviendraient à temps pour le play-in, pour les playoffs. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour la ligue. Et Minnesota, j'ai pas le bilan 104, mais ils ont trouvé une forme de fonctionnement aussi. Nasrid est plutôt mauvais, bon. Ouais. Ils sont pas mauvais parce qu'ils sont encore co-leader de l'Ouest. Donc tu sais, t'as toujours la fameuse Ewing Theory. Est-ce que l'équipe est meilleure sans le meilleur joueur? Bon, on va pas. Kat fait une très belle saison. Kat fait une très belle saison avec Minnesota. Donc dans tous les cas, dans une configuration playoff, sa taille et son talent offensif font que c'est une bonne nouvelle. Et Trae Young, mine de rien, c'est quand même le mec qui les a emmenés en finale de conférence il y a pas si longtemps. Même si ça n'a pas fonctionné, ça fonctionne pas avec Dijon. 13-5, pardon, 13-5 sans Karl Anthony. Plutôt bien. Et Atlanta sans Trae Young, c'est plutôt pas mal aussi, parce qu'ils ont remonté la pente à un moment aussi. 12-10 pour Atlanta depuis la blessure de Trae Young. Donc pas mal. Sachant que c'est une équipe qui a un bilan négatif sur la saison, donc c'est pas mal. Pas mal, mais dans les deux cas, je pense que c'est des trucs positifs. Je lisais ici et là, non, mais ils sont bien sans 4 ou ils sont bien sans Trae Young, mais dans le cadre d'un match de play-in et d'une série de playoffs, c'est quand même mieux d'avoir ces joueurs-là. En plus, pour Minnesota, ça veut dire que Nasrid ressort du banc. Indifféremment de son statut de titulaire ou de remplaçant, il est excellent et ça posera, je pense pas de soucis. J'espère juste que Kat va élever le niveau en playoff quand il jouera. Ça a été son souci les années où les Wolves sont allés en playoff. C'est la source un peu de nos moqueries ou de nos... Je dirais pas, enfin moqueries, ça dépend des fois, mais notre scepticisme quand on le voit dire des dingueries... sur le fait qu'il avait l'impression qu'il pouvait gagner le titre cette année, parce qu'en play-off, il a été globalement le maillon faible parmi les cadres, les deux fois où, dans mon souvenir en tout cas, je le trouvais vraiment très loin de son niveau de saison régulière. Donc j'espère que là pour lui ce ne sera pas le cas et qu'il va aider Minnesota à ne serait-ce que passer un tour déjà. En tout cas, il va revenir, normalement il revient avant les playoffs, ils vont essayer de le faire jouer avant la fin de la saison régulière, après sa blessure au ménisque. Donc c'est deux très bonnes nouvelles, ouais. Il n'a pas fait des très bonnes séries de playoffs. J'essaie de regarder les pourcentages. Je voulais pas m'acharner. Mais même vraiment, moi, c'est visuellement. C'est la série contre qui? Ils font pas une série contre Memphis une année? Si, la série contre Memphis. Mais c'est sa meilleure dans le lot. Mais... statistiquement, parce qu'ils jouaient à l'envers. Franchement, sur le terrain, c'était... Cette série était catastrophique. Ouais, le niveau, t'avais une équipe un peu jeune qui montait. Et, c'était un peu... Moi, je la trouvais divertissante, tu vois. Mais... Elle était marrante parce que c'était le foutoir. Voilà. Mais c'était pas du très très bon niveau, ouais. Mais ouais, clairement, on verra ce que ça va donner 4 en playoff. Il aura un rôle vraiment important parce que les Timberwolves, leur point faible, c'est justement le marquer sur demi-terrain. Ils vont avoir besoin de points. Il faut qu'il y ait une autre menace qu'Edwards. Et je pense que même si Reed, j'adore, c'est un super shooter, mais il n'entraîne pas le même lot d'ajustement que ce que peut représenter Kat auprès d'une défense. Et puis Kat, il est niveau All-Star. Cette saison, avant sa blessure, il shoot à 50%, 41 ou 42% à 3 points. Sans forcer, en étant mieux dans sa relation avec et Anthony Edwards et Rudy Gobert. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle. Même si on en rigole parfois des déclats de 4, franchement, c'est une bonne nouvelle pour les Wolves. Yes, on va s'arrêter là. On se retrouve ce soir. On se donne rendez-vous à 23h sur Twitch. Alors, 23h, ce sera plutôt shy. Moi, ce sera un petit peu après. Mais voilà, ce soir sur Twitch, soyez au rendez-vous. On a un petit programme en plus. Pour une fois, vous nous demandez parfois, c'est quoi le programme, les gars? Et on vous dit, bon, les gars, vous nous connaissez. On va plutôt discuter de ce dont vous avez envie de parler, faire des petits jeux, rigoler. Là, on s'est dit, on va se faire des petits trophées, mais alors pas les trophées classiques, parce qu'on en a déjà parlé du MVP, MIP, et on en reparlera au moment où les votes seront entrés. Là, ça va plus être des trophées un peu originaux, un peu tantôt décalés, tantôt marrants, sur des trucs qui sont pas les trophées traditionnels. Et je soumettrai les propositions à Antoine et à vous. Vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà. Et il y aura, comme les autres fois, des petits jeux. J'essaierai de vous faire deviner un ou deux joueurs et de trouver un truc du style vrai joueur, faux joueur, mais peut-être sur un autre registre, parce que sinon on va épuiser la liste assez rapidement. C'est top. Hâte d'être ce soir, du coup. Soyez au rendez-vous sur Twitch, 23h. Et nous, on se retrouve pour un nouveau CQFR demain sur la chaîne Basket Session Reverse. Ciao à tous. À demain.